Chapitre 2. Le business indien. 4e partie. Le voyage à Pune. J'ai quitté le musée. Je marche et traverse le parc pour rejoindre la route de l'hôtel. Une légère brise souffle sur mon visage. Je ressens tout mon corps. Il avance doucement. Je sens mes pas se déposer en équilibre sur chacun des pavés. Je suis devenu un funambule. Je me déplace comme sur un fil. J'ai la tendre sensation d'être parcouru par l'ombre des grands arbres bordant la rue. Je m'envole un peu, libéré de toutes mes pensées. Je ressens le plaisir subtil d'un instant rempli de couleurs. Celles-ci sont plongées dans un contraste soutenu. Tout ce que je regarde me semble intense et ciselé en profondeur. La température est chaude en ce début d'après-midi. Je me retrouve en face de l'hôtel. Je réalise en gravissant les escaliers de l'entrée que le taxi est arrivé. Un jeune chauffeur se tient près d'un véhicule. C'est un grand Mitsubishi Pajero de couleur beige, visiblement un ancien modèle. Je me présente. Nous entrons dans le bâtiment pour prendre mon sac et ma valise. On charge le tout et nous nous mettons en route. Je suis assis sur la banquette arrière, la ceinture bouclée, dans un siège en cuir usé et griffé par de nombreux transports. Le conducteur me regarde par le rétroviseur central avec un grand sourire. Il me dit « Welcome, sir. Mumbai Fast Travel Agency. Nous sommes les meilleurs ici. Rapidité, sécurité et grand confort. » Il me fait un signe de la main, il tourne la tête comme un pendule. Voilà, ce n'est ni oui ni non. Je me focalise sur ses sourcils, mais rien ne bouge. Cela me donne l'impression qu'il exprime tout en même temps. Ou peut-être qu'il veut simplement renoncer à dire oui ou non pour mieux vivre l'instant présent. Le trafic est dense. Je suis seul avec le chauffeur dans cette imposante voiture. Je me sens lourd et inutile, comme un camion vide qui bloque toute la route. La bagnole est entourée de motos. Elle tournicote autour des autres véhicules comme des abeilles. Elle les dépasse et se faufile avant tout là où il subsiste encore de petits espaces. Je voulais faire une expérience professionnelle différente, mais une gêne discrète me traverse à cet instant. Nous n'avançons plus du tout. Nous sommes bloqués par des milliers d'objets devant nous. Et moi, dans une voiture vide, je vais acheter plein de matériel. Je repense à mon parrain. Je me reprends. Il m'avait dit de m'ouvrir le plus possible, d'aller voir le monde, et surtout, sans jugement. J'observe tout, les immeubles, les trottoirs, les centaines de personnes partout autour de nous. Tout est absolument bondé. Aucun espace ne reste libre nulle part. On avance en accordéon entre des camions rouillés, chargés de pièces de métal, des autobus complètement cabossés, avec de gros pots d'échappement tordus. Des vélos longent aussi le bord de la route. Ils nous séparent de la foule qui marche sur les bas-côtés. À chaque coup de gaz, un nuage brun s'élève. On accomplit 20 ou 50 mètres, on freine, on s'arrête et on recommence. Tout est bien clôturé dans la voiture. Les fenêtres et les portes sont fermées. La ventilation est réglée en circuit fermé. L'intérieur reste plutôt confortable. Le chauffeur me laisse entendre que je serai l'unique passager aujourd'hui. Je suis impressionné, car je vais rouler plus de 4 heures jusqu'à Pune dans ce gros machin tout seul, pour 14 €. Sans vraiment nous parler, nous avançons depuis 30 minutes toujours au même rythme. Nous sommes pris dans un bouchon. Nous atteignons difficilement l'entrée d'un pont qui passe au-dessus d'une rivière. Les deux voies sont saturées de véhicules. Tout le monde est arrêté. On attend. On progresse encore 5 mètres, et juste avant de s'engager sur le pont, le chauffeur tourne à gauche pour descendre le coteau du bord de l'autoroute. Il commence par monter sur le trottoir en ciment. La voiture s'incline fortement et il entame doucement la pente herbeuse pour passer entre plusieurs feuillus. Ma radio interne s'enclenche immédiatement à plein tube. Mais qu'est-ce qu'il fait? On va où? On fait demi-tour? Mais il n'y a pas de chemin par là. Il continue avec son 4x4. Il arrive en bas du petit talus, il bifurque vers la droite pour longer à nouveau l'autoroute. On s'engage entre deux arbres et on s'approche d'une passerelle. Elle suit parallèlement le grand pont. En fait, je comprends que cela doit être une ancienne voie désaffectée. Ma radio interne grésille affreusement. Mais il ne va quand même pas prendre ce truc, c'est complètement bousillé. Les yeux écarquillés,
Je peux clairement apercevoir des brèches sur toute la longueur de la construction abandonnée. En réalité, c'est même pire que ça. Je vois des plaques entières de béton qui se sont effondrées avec le temps, laissant apparaître des trous rectangulaires. Mais le chauffeur s'engage. Il accélère encore. J'entends et je sens le rythme régulier des jointures foutues entre les plaques. Toute la voiture vibre. Il commence à slalomer entre les grosses brèches, même si sur le côté, la passerelle n'a plus de barrière. Ça y est, je vais mourir. Dans ma tête, je m'imagine déjà tomber dans la rivière. Je regarde en bas. Il doit y avoir environ 6 mètres. L'eau est complètement brune, chargée de branches et de feuilles vertes flottantes. Donc, ce n'est pas une rivière, c'est un fleuve. Et voilà, je me transforme en réalisateur. Je me fais des films. Si on passe à l'eau dans une voiture fermée, c'est l'enfer absolu. On ne peut plus ouvrir les portes à cause de la pression. Sans réfléchir, je baisse la vitre jusqu'en bas en prévision. J'enlève également le verrouillage de sécurité de la portière. Je mets ma main droite sur la boucle de ma ceinture, le pouce prêt à appuyer sur le bouton pour me dégager le plus vite possible. Je tourne la tête vers la droite, brinque-ballé par des zigzags de la voiture lancée à fond. Je vois tous les gens immobilisés sur l'autoroute en face. Ils nous regardent par la fenêtre de leur véhicule, complètement hébétés. Chaque seconde me semble interminable. J'attends un crash tendu, sans respirer. Puis, nous arrivons au bout du pont. Le chauffeur, sans broncher, recommence son cirque. Il remonte la pente et se réengage sur la route en forçant tout le trafic. Nous avançons encore 20 minutes en accordéon pour passer un échangeur. Une fois cette étape franchie, on quitte le grand bouchon. Nous reprenons notre course à une allure normale, sans se poser de questions. Mon cerveau, à moitié vide, fixe le tableau de bord en plastique gris du Pajero. Une petite statue de Ganesh est collée au milieu. L'éléphant est assis en tailleur. Ses jambes sont repliées autour de son gros ventre. Ses 4 mains levées, les doigts dessinant des signes magiques, il me regarde. Il est serein, lui, contrairement à moi. Je réalise que je ne respire toujours pas. Je me dis que je ne suis pas encore tout à fait entré dans l'esprit du pays, l'esprit indien. Je lâche doucement la boucle de ma ceinture. Je contemple le panorama qui défile par la fenêtre pour me décontracter un peu. La campagne est particulière. Comment la décrire ? Des arbres, des prairies et des buissons s'étendent sur un paysage plutôt plat. Je n'aperçois aucune montagne à l'horizon. Je remarque beaucoup de constructions, dont certaines à moitié terminées. Ce qui frappe le plus, c'est de voir du monde partout, sans exception. Quelqu'un demeure toujours dans mon champ de vision. C'est comme dans le livre « Où est Charlie ?» On regarde pendant des heures et on ne repère que la moitié de ce qui s'y cache. C'est très mystérieux, car des gens se tiennent sur les toits des maisons et au milieu des pâturages. Certains marchent même à contresens sur l'autoroute. On dirait qu'ils ne font rien. Ils sont immobiles. On s'imagine qu'ils sont là, sans raison. La route commence à descendre dans une vallée. Je ne me sens pas très à l'aise. De nombreux virages sont bordés de grands bidons d'essence remplis de béton, alignés le long de la chaussée en guise de barrière de sécurité. De petits panneaux blancs indiquent 30 à l'heure et Go slow, et tout le monde se dépasse à 100 dans la pente. Des camions truffés de matériel, des convois industriels et des camions-citernes, des autobus bourrés de gens, des voitures. Tous roulent très près les uns des autres. On passe aussi dans de vieux tunnels aux courbes très serrées. Les glissières, les bords de route, tout semble cabossé. Je me focalise sur Ganesh. Je me dis que c'est comme ça, ici. Personne ne semble vraiment s'en inquiéter. Il faut juste apprendre à se laisser aller. Je respire un grand coup et je me concentre. Je vais y arriver, à plein tube, vers l'inconnu. Et 2 heures plus tard, je suis devant l'hôtel. J'y suis arrivé. Un portier se tient sous l'auvent. Le bâtiment a belle allure. Je l'aime bien. Il est peint d'une teinte saumon avec des bordures de fenêtres proéminentes de couleur blanche. Il a un côté moderne. Seul le toit qui surplombe la porte d'accueil détonne. Il est bordeaux. Sa forme évoque un vieux style des années 70. De petits palmiers et plusieurs plantes à larges feuilles lui donnent beaucoup de charme. Le portier se présente immédiatement. Il s'appelle Assim. Il est très bien habillé.
Il porte un pantalon noir avec une fine veste de velours rouge. Elle a une bordure jaune-or le long de la boutonnière et au bout des manches. J'ai l'impression d'être dans un vieux film. Assim prend mes valises alors que je règle le chauffeur. J'effectue le nécessaire administratif pour mon séjour à la réception. Je me retrouve rapidement avec mes bagages devant la porte 07, au premier étage. Assim enclenche la climatisation et me dit « Le souper sera servi dans 1 heure dans la salle à manger. Elle se trouve en face du salon. Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur ?» Je lui réponds « Oui, en effet. J'aimerais quelques informations. Il me faut changer de l'argent et acheter une carte de téléphone indienne. Je voudrais également être renseigné sur quelques points, notamment sur la ville de Pune. » Assim se redresse un peu et me dit « Si monsieur le souhaite, je serai de service au restaurant. Nous aurons toute l'occasion de vous informer durant le souper. » Je lui réponds « Merci beaucoup, c'est parfait. À tout à l'heure. » Assim quitte la chambre. Je lui donne spontanément un généreux pourboire. Je lance mes chaussures sous le porte-manteau et je me jette sur le lit. Comme à mon habitude, je m'allonge sur le dos en prenant une grande respiration. Tout est très confortable. Le lit est immense. Aucun crocodile au plafond. Un espace, avec 2 sièges et une table, se trouve sous les 3 hautes fenêtres. La chambre possède aussi une vaste salle de bain équipée à l'occidentale. Mes quelques jours ici seront plus qu'agréables. Je reste quelques minutes couché avant de m'asseoir sur le matelas. Sur le meuble de chevet, je saisis un quotidien. Il a une large en-tête bleu-vert. Sans réfléchir, je l'ouvre en 2 exactement sur le pli central. Je tombe sur une immense citation en grosses lettres noires. Elle remplit entièrement les 2 pages. Le changement est une source d'inspiration. Le meilleur changement commence souvent par une simple pensée. Le changement est positif. Il apporte une transformation durable. Le changement, c'est le progrès. La plus petite décision peut faire la plus grande différence. Le changement est inévitable. Plus tôt nous nous y ouvrons, mieux c'est. Le changement est l'essence même de la vie. Si nous ne changeons pas, nous ne grandissons pas. Le changement est l'avenir. Il est ici et maintenant. Soyez le changement que vous voulez voir. Je reçois ce texte en pleine figure, comme si j'étais venu au bout de ce long voyage pour le lire. Je dépose le journal déplié sur la petite table. Je le regarde de loin en ouvrant ma valise. Toutes mes affaires sont sans dessus-dessous. Ah oui, c'est vrai ce matin, j'avais presque oublié. Je mets un peu d'ordre et je trie mes pensées. Je revis tout en un instant. Tant d'images, si fortes. J'ai traversé la galaxie. Je me plonge alors dans les tâches qui m'attendent, car je dois rester 4 jours ici. Je dois m'organiser. Il faut tirer le meilleur parti possible de ce voyage si court. Je regarde ma montre. Il est déjà l'heure du souper. Je descends à pied à la réception et je profite de l'escalier qui se trouve à côté des ascenseurs. J'adore toujours tout visiter dans un hôtel. Les étages, les décorations, les objets, chaque pièce accessible. Certaines atmosphères existent en silence, souvent habitées par de nombreux mystères. La salle à manger compte plusieurs tables recouvertes de nappes unies. Elles sont disposées en 3 rangées. Des tables rondes occupent les côtés, tandis que 3 grandes tables prennent place au centre. Le mobilier évoque un style bien anglais. C'est chaleureux. Les fauteuils, rembourrés, sont confortables. La lumière, bien répartie et chaude, est tamisée. Toute la nourriture est disposée au fond de la pièce. Elle est dressée sur une longue desserte transversale. Elle est présentée dans des récipients chauffants en inox. On se sert en mode buffet à volonté de tout ce qu'on veut. 3 clients occupent la salle. Assim est là. Il s'active au service d'un couple indien. Tous 3 rigolent vivement. Je choisis la table ronde dans le petit coin gauche en face de l'entrée. J'ai repéré un petit canapé d'angle arrondi. L'endroit est très agréable. La table offre une surface un peu plus grande et me donne une vue complète sur la pièce. Assim me présente la suggestion du soir. Un poulet tandoori traditionnel accompagné de yaourt et de piment rouge moulu.
Cela me paraît bien épicé comme proposition. Enfin bon, je suis arrivé vivant, vive Ganesh, prenons encore des risques et découvrons la culture du pays. J'accepte et j'ajoute une entrée de dégustation. Je reste toutefois prudent avec les boissons au lait, je commande un thé noir. Assim, très à l'écoute, et de bons conseils. Il me donne une adresse à 2 pas de l'hôtel pour convertir de l'argent et obtenir une carte de téléphone. Il me précise encore que le fournisseur de l'opérateur se trouve seulement à 50 mètres du bureau de change. Il m'informe également que tous les services sont ouverts en soirée. La nourriture est excellente. Mais depuis que j'ai mordu dans le poulet, je crache des flammes. La couleur de la viande est bordeaux cramoisi par les piments. J'ai dû avaler tout le yaourt et engloutir le thé brûlant cul sec. J'ai aussi dû manger tous les pains à l'ail en même temps que le bol de riz jaune. Je ne trouve malheureusement plus rien de neutre à saisir, alors j'ai la bouche ouverte. Je respire comme un bœuf et d'un seul œil, je pleure en regardant mon assiette. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la cuisine indienne! J'ai adoré l'assortiment d'entrées, les différents samoussas, les beignets et les lentilles soufflées. J'ai découvert un nouveau monde, fait de curry, de masala, de coriandre mêlé au curcuma, sans parler de la cardamome, de la noix de muscade ou du cumin. Je m'exclame spontanément. Qu'adam! Quelle puissance avec tout ça! Je lève la tête. Je vois Assim qui me regarde. Je crois qu'il a compris mon problème. Il me sourit sans rien dire. Il tient une carafe d'eau dans les mains. Je me sens beaucoup mieux. Le feu s'est apaisé. J'ai bu toute la carafe. Je suis sorti dans la rue pour prendre l'air. J'ai trouvé le bureau de change et je me suis configuré un numéro de téléphone indien. Le portable s'agite sous une série de messages insistants. Welcome to India. En face de l'échoppe, j'aperçois un magasin de chemises. J'ai les cheveux clairs et les yeux bleus. Je ne peux rien y faire. Mais j'ai remarqué que mon style vestimentaire occidental ne passait pas inaperçu. Ce n'est pas à mon avantage. J'attire constamment toutes sortes de gens. C'est fatigant. Je décide d'effectuer un tour dans la boutique. Elle est extraordinaire. Elle est remplie de centaines de chemises. J'ai à peine franchi l'entrée que 3 Indiens bondissent. Le premier me tient la porte, le deuxième arrive pour m'accueillir, il a un mètre ruban autour du cou, le troisième a déjà réuni 4 exemplaires, 2 dans chaque main pour me les présenter. Les 4 modèles sont couverts de motifs complexes aux couleurs éclatantes. Je leur précise mon besoin. En 10 minutes, ils ont déballé 8 chemises de leur plastique de protection et j'en ai déjà essayé 3. Je m'arrête sur la 4e. Elle me convient parfaitement. Elle est simple, blanche, avec quelques rayures discrètes, très légèrement gaufrées. J'aime bien. Elle ressemble à plusieurs modèles que j'ai aperçus dans la rue. Elle me coûte 15 €. Je sors de la boutique, réjoui par cet achat que je trouve très stratégique. Je me sens enfin un tout petit peu indien. La porte du magasin se ferme à peine derrière moi qu'une explosion de musique jaillit du milieu du boulevard inondé par une marée humaine. Complètement figé par l'événement, j'ouvre grand les yeux. J'ai devant moi des milliers d'Indiens qui défilent dans la rue. Ils sont habillés en blanc avec de longs foulards orange autour du cou. Certains jouent du tambour, d'autres frappent de toute leur force sur des cymbales. Ils portent aussi des bandeaux noués autour de la tête. C'est un éclatement sonore total. Des gerbes de poussière colorée éclaboussent l'immense attroupement. On dirait des teintures de farine indélébiles. Les gens sautent en l'air tous en même temps, en levant les bras au ciel. Ils crient tous ensemble et sifflent au rythme d'une foule en délire. On se croirait au carnaval, mais c'est 3 fois plus puissant. Au cœur de cette affluence humaine, 2 beaux chars progressent lentement tirés à la main. 2 grandes statues de Ganesh avancent lentement. Celle de droite représente l'éléphant Dieu avec une petite trompe. Il porte des vêtements rouges. Il est assis sur un fauteuil rond qui symbolise un chariot. À la place des pieds, d'immenses roues le portent. On dirait qu'il roule au-dessus des gens. La deuxième, celle de gauche, montre Ganesh installé sur un trône rectangulaire bleu roi. Il est couvert de fleurs. Vêtu d'un pantalon jaune, il garde les yeux fixés sur la foule.
Il a 4 mains, dont une peinte en or. Il la tient haut levée, comme si elle nous saluait tous. Quant à sa trompe, elle est dirigée en l'air. Elle semble projeter dans le ciel tout ce vacarme sacré. Sans bouger, j'ai encore la bouche en feu, les yeux hypnotisés par cette incroyable vision. Je frissonne dans ma nouvelle chemise. Une main dans les cheveux, je me répète haut et fort. Bienvenue sur la terre. Quelle énergie et quel fantastique mystère.